Bonjour à tous, je suis Stéphanie Ruel. J'interviens dans le cadre du Club de la continuité d'activité. Je suis directrice de la société Les Bords, mais là, les retours sur expérience en gestion de crise que je vais vous faire, c'est dans mon ancien passé. J'ai passé plus de 12 ans chez Schneider Electric, ce petit groupe du CAC, à gérer notamment tout ce qui est crise dans le monde entier. Et il y en a eu. Donc là, c'est un petit peu plus pour vous parler vraiment du lien entre la continuité d'activité et la gestion de crise. Et je vais rebondir sur ce que... Alors, je ne dirai pas votre nom, mais M. Lazaro a dit. Hein, c'est vraiment cet aspect humain et contextuel qui va dégénérer ou pas en crise. Alors, Nicolas me lâche lamentablement en restant assis, vous avez pu noter. Ça, c'est un petit peu, si vous voulez, la vision globale qu'on développe, notamment au niveau du groupe GT Crise, du club de continuité d'activité que j'anime. Donc venez nous rejoindre, c'est très sympa, je vais parler des exercices de crise, etc. Au niveau du GT Crise, on a une certaine philosophie qu'on a développée entre tous les membres du groupe du GT, c'est de se dire, c'est quoi la continuité d'activité, c'est quoi les risques, c'est quoi la gestion de crise, et comment tout ça se parle. Donc ce schéma représente un peu notre vision. Vous imaginez ici, vous avez un axe de temps, de T-1, 0 et T+1. À T-1, vous faites tous vos analyses de risque. D'accord ? Vous les avez tous. Mais alors des analyses de risque, il y en a partout, hein, que ce soit métier, corporate, macro, micro, etc. Face à ces face à ces analyses de risque, vous mettez en place des moyens de prévention du risque. Ça, c'est votre boulot au quotidien. Après, la démarche de continuité d'activité, on la base sur la problématique des conséquences du risque et non pas du risque lui-même. Alors, je sais, ça va en fâcher quelques-uns, mais voilà, on est là plutôt en tant qu'incubateur. D'accord ? On jette les idées, après vous en faites ce que vous voulez. L'objectif, c'est de se dire, on a eu plein de plans pandémie, on a plein de plans de crue de Seine, etc. Mais vous allez gérer quoi concrètement s'il y a une pandémie ou une crue de Seine ? L'absentéisme du personnel, l'inaccessibilité des locaux, etc., etc. On gère bien les conséquences du risque et non plus le risque. Et donc, l'objectif de la démarche de continuité d'activité, d'anticipation à froid, c'est de se dire, si jamais ce risque il arrive, qu'est-ce que je vais devoir faire ? D'accord ? Quels sont les moyens ? Par exemple, pouvoir contacter mon personnel. Ce n'est pas au moment donné où ça arrive qu'il faut se poser la question. Savoir où je vais, quel site de repli. Est-ce que mon informatique sur le site là, c'est crucial, ou est-ce que j'ai des backups, etc. Toutes ces questions-là, mais d'une façon globale. Alors, je sais qu'ici, on n'est plus sur le monde des SI, mais l'objectif, c'est bien que vos entreprises, même si elles sont très prêtes en SI, aient une certaine hauteur de vue sur la continuité d'activité et prennent conscience que c'est un ensemble. Donc, on a cette démarche d'anticipation, on sait où se mettre, on sait comment faire nos backups, on sait prévenir nos collaborateurs, patati patata, parce qu'on a réfléchi à tout. Forcément, si on réfléchit à tout, on va baisser, on va dire, l'occurrence de rentrer en crise. Mais c'est quoi la crise alors ? Est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il n'y en a pas ? Il y a beaucoup de débats, notamment avec Pierre Dominique qui n'est pas là, qui dit « Ouais, si on est prêt en continuité d'activité, il n'y a pas de crise. » Moi, je dis « Si, il y a crise. » Ça fait 10 ans qu'on a le débat avec Pierre Dominique. Et en fin de compte, pour moi, la crise, c'est quoi ? La crise, ça va être lié aux deux hommes qui vont devoir se réunir ou à celui qui va prendre l'appel à l'astreinte et on va lui dire « Waouh, l'immeuble, il est en feu. » Et là, il va bugger. Il va faire « bip, 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 bip. » Là, la crise commence. La crise, elle va dépendre des hommes qui vont devoir gérer et du contexte dans lequel elle évolue. Et c'est ça qui va faire une crise. Je vais vous donner 2 exemples. Au club de la continuité d'activité, comme l'a dit tout à l'heure Nicolas qui m'a lâché, au club de la continuité d'activité, on a fait un exercice de crise pour l'ensemble des membres. Et donc l'ensemble des membres, il y avait 3 groupes et ils ont vécu la même crise. On leur a fait les mêmes actions, les mêmes stimuli, etc. Et ils nous ont fait 3 gestions de crise différentes et pour l'anecdote, ils ne nous ont même pas tué le même. C'est-à-dire que quand on a fait un mort, dans la prise de l'information, il y en a un qui nous a tué le collègue. Il y a un moment de solitude aussi dans l'animation, des fois en exercice de crise. Donc, moi, quand j'ai fait la femme et pleuré et qu'on m'a dit « Non, mais vous pouvez rentrer chez vous, il va bien », j'étais là, je fais « Vous êtes sûr ?» Voilà. Donc, ça dépend des hommes. Vous prenez une même crise, en fonction des hommes qui sont présents, vous n'aurez pas la même gestion de crise. Et c'est ça, la gestion de crise. Ce sont ces hommes et ces cumuls de compétences. C'est-à-dire qu'une cellule de crise,
c'est des gens avec des compétences psychologiques qui arrivent aussi avec leur passé, et ça, il ne faut jamais le négliger, avec leurs problèmes personnels à la maison et avec leurs compétences techniques. Si vous mettez que des ingénieurs dans une cellule de crise, vous aurez une crise d'ingénieurs. Si vous mettez que des RH dans une cellule de crise, vous aurez une crise, je ne sais pas laquelle. Si vous mettez que des communicants, vous aurez qu'un bout de la crise. D'accord ? Donc il faut bien avoir un petit peu tout le monde pour pouvoir faire une bonne cellule de crise. Et ça, ce n'est pas au moment où on rentre en crise qu'il faut y penser. Donc la crise, ça dépend du contexte et des hommes. Pourquoi les conséquences ? Parce que moi, j'ai géré de nombreuses crises et à chaque fois, je ne gère que les conséquences. Je vais gérer des familles suite à des incidents. Je vais gérer que mes locaux ne sont pas accessibles. Je vais gérer de devoir prévenir mes parties prenantes, qu'ils soient clients, qu'ils soient collaborateurs, qu'ils soient actionnaires, qu'ils soient presse, médias, riverains, etc. Mais je vais gérer toujours la même chose. À l'INEGI, un autre organisme, voilà, il y a des exercices qui sont faits pour les préfets. Et il y en a un, c'est multi-attentats à Marseille. C'est bien, multi-attentats à Marseille. Donc ils sont là, ouais, on gère. Qu'est-ce qu'ils gèrent ? La fermeture des écoles, l'ouverture du plan blanc, l'arrêt des transports, la fermeture partielle de la ville, etc. À la fin, je leur dis, et maintenant, imaginez, tout simplement, il y a une grande vague sur Marseille, une grosse tempête, n'importe quoi. Vous allez gérer quoi ? La fermeture des écoles, l'ouverture du plan blanc. Voilà, on gère les mêmes choses. Et une fois que vous avez intégré ça, la gestion de crise paraît plus évidente, notamment à préparer à froid en termes de continuité d'activité. Et donc, c'est par les conséquences. Si on est prêt en continuité d'activité, au moment donné où vous avez votre crise, votre immeuble qui prend feu, là, et qu'il faut sortir, ça c'est de l'évacuation, c'est de la prévention. Et puis après, il faut appeler les collaborateurs pour leur dire vous venez ou vous venez pas. Ben là, si tout d'un coup, tout le monde se regarde en disant ah, mais je ne sais pas comment on fait pour appeler les collaborateurs, tu as la liste, et là, forcément, on se retourne vers le RH, et le RH dit ah non, je n'ai pas la liste, moi. Je n'ai pas les numéros personnels des collaborateurs. Et là, vous avez la crise qui perdure. Je peux d'autant vous en parler qu'en 1999, j'étais en Côte d'Ivoire quand il y a eu le premier coup d'État. Et nous, on avait une très bonne analyse de risque, c'était de dire qu'on était situé juste en dessous d'une société détenue par le président renversé. On le sait bien, en Afrique, il ne faut jamais être à côté des sociétés des présidents, mais nous, on était juste en dessous. Donc forcément, quand ils ont renversé le président, ils n'ont pas que renversé le président, ils ont aussi renversé tout. D'accord ? Donc on a eu une sorte de tas de gravats. Et là, j'ai un DG, vous avez moi, DG, qui regarde ça, et il me dit « Ah là là, je crois qu'il va falloir qu'on rachète des ordinateurs portables. » Et là, je le regarde, et je fais « François, je crois qu'il n'y a pas que ça à racheter entre nous. » On n'avait plus rien. Et le temps qu'on se pose la question de tout ce qu'on doit faire, donc c'est-à-dire ce qu'on aurait dû faire avant, hein, entre l'analyse de risque, les moyens de prévention, la continuité d'activité, mais ça, on n'avait pas fait parce que, vous savez bien, il ne peut pas nous arriver quelque chose puisqu'il ne nous est jamais rien arrivé avant. Hein, donc ça ne peut pas se produire. Et bien là, qu'est-ce qui s'est passé ? Le résultat, c'est qu'on a changé de business model. Le retour à la normale, c'est quoi ? C'est reconstruire l'immeuble ? Non. Le retour à la normale, il se fait par rapport à nos parties prenantes. Le retour à la normale, c'était de continuer le business pour les clients. Qu'on le fasse en direct, en export direct ou en production locale. L'objectif, c'est que le client, il ait son produit. Comment on le fait, il s'en fout. Donc ça a changé complètement le business model. On a refait de l'export direct, on a fermé les locaux sur place, on a redécentralisé. Donc pour les gens, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que au revoir. Donc, quand on n'est pas prêt, quand on ne s'est pas posé la question, il y a des vrais enjeux derrière. Tout le monde, on parle de la crue de Seine actuellement, mais pour tous ceux qui vont vraiment être impactés, il y a des vrais enjeux. Une des réelles craintes, je dirais, de Paris, c'est de se dire, mais toutes les entreprises qui vont être parties pendant plus d'un mois, 2 mois, ils ne vont pas revenir, hein. Non, ils ne vont pas revenir, hein, pas spécialement. Alors après avoir bien plombé l'atmosphère, on va continuer. Là, on m'a dit de parler de crise. Alors j'en ai fait trop, donc je vais en passer certaines. Donc voilà, hein, et comme ça je laisserai la parole à Nicolas, parce qu'après on dit que je suis trop bavarde. Déjà, un des premiers trucs qu'on voit, c'est l'astreinte. C'est-à-dire qu'en continuité d'activité, les gens ont pensé beaucoup de choses. Et puis en gestion de crise, alors souvent, ce n'est pas les mêmes personnes qui s'en occupent, en plus, c'est ça qui est extraordinaire, donc comme ça, il n'y a surtout pas de lien. On a une astreinte. D'accord, une astreinte d'incident. Après l'astreinte d'incident, vous avez l'astreinte d'encadrement ou de direction. Après l'astreinte groupe, vous voyez, vous avez plein de cascades d'astreintes, comme ça, il y a une multitude d'informations et de désinformations qui se font.
Et là, on a une astreinte. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La première chose, c'est que la personne va être appelée. Si elle ne sait pas de quoi on lui parle, si elle n'a pas une idée des sujets, si elle ne comprend pas l'enjeu global du risque, pas que sur son métier, ce qu'on voit dans les astreintes techniques, d'accord, que ce soit les SI, que ce soit des sites de prod, que ce soit ce que vous voulez, c'est qu'ils ont tout de suite la vision sur leur périmètre. Et là, normalement, ils sont très bons sur leur périmètre, il n'y a jamais aucun souci. Mais souvent, ce qui manque, c'est de se dire, si cette crise, c'est quoi réellement? Ok, sur mon périmètre, je sais, mais c'est quoi les tenants et les aboutissants pour les autres parties du groupe? Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas? Puisqu'on est chez Orange, on va prendre des exemples avec les télécoms, forcément, tant qu'à faire. Une problématique sur les télécoms, d'accord? Une rupture réseau, ça n'arrive pas. Voilà, on a une problématique. Tout de suite sur Twitter, sur Facebook, sur les réseaux, vous avez les gens qui se plaignent. Les gens, et s'ils ont bien vu qu'il y avait un problème, ils sont en train de le réparer. Et puis de l'autre côté, vous avez le mec de la com, de la veille, qui voit que tout d'un coup, il se passe quelque chose, mais qui ne comprend pas. Et là, on a deux mondes. Et le temps que ces deux mondes se réunissent, ça prend un certain temps. Et c'est ça, c'est ce temps-là qu'il faut essayer de gommer par des alertes et des qualifications de la crise les plus pertinentes, mais dès le démarrage, dès l'incident. Ce que je dis souvent, c'est que ce n'est pas grave de se mettre en pré-crise. Par contre, c'est grave de ne pas prévenir. Moi, j'ai eu plein d'astreintes comme ça, rigolotes. Donc des astreintes notamment humaines, où vous avez des gestions humaines. Donc là, je ne vais pas toutes vous les faire. Mais si on prend, on se dit, ouais, on est super bon en astreinte, etc. Techniquement, en général, les gens qui font de l'astreinte, ils sont très bons. Mais humainement, est-ce qu'ils sont bons à gérer des astreintes où il y a de l'homme qui le touche? Parce que quand vous êtes d'astreinte, on peut vous appeler pour un incident technique, mais on peut vous appeler aussi parce qu'il y en a qui veut se suicider. Ou comme moi, il voulait tuer sa femme. Vous êtes au supermarché un samedi avec votre fille, qui a 2 ans, sur le caddie, là, et puis, ouais, je vais tuer ma femme. Pardon? Ouais, je vais tuer ma femme. Non, vous n'allez pas tuer votre femme. Vous êtes où? Je suis en France avec mon supermarché, et l'autre, il est en Nouvelle-Calédonie. Vous voyez, sa crise commence. Là, on est sur du contexte. D'accord? J'ai un homme qui m'appelle, donc il est au secours, il veut tuer sa femme en Nouvelle-Calédonie. Moi, je suis en France, qu'est-ce que je fais? Je suis au supermarché avec ma fille de 2 ans. C'est sympa, c'est l'ambiance. Et là, vous arrivez, donc vous allez à l'accueil, et là, vous vous dites, mon Dieu, elle va me prendre pour une tarée, la fille de l'accueil, parce que j'ai besoin d'un autre téléphone pour appeler. Parce que je ne peux pas raccrocher. Si je raccroche, il va tuer sa femme. Il m'a appelé. Ça fait partie des éléments psychologiques, comme on disait tout à l'heure, qui ne sont jamais vus dans les astreintes. Et ça, c'est une erreur. Quand vous avez des techniciens qui viennent devoir foudroyer leurs collègues, on les change, on change les équipes. Or, on oublie toujours de changer les équipes. L'humain n'est jamais vu en crise alors que c'est le premier. Donc là, j'appelle, machin. Donc il me faut un autre téléphone. Donc j'arrive à l'accueil et je dis, ouais, j'ai un collègue, il veut tuer sa femme, est-ce que vous auriez un autre téléphone? Vous imaginez la tronche de la fille à l'accueil. Elle a 20 ans, la gamine. Elle me regarde. Alors je ne vais pas avoir la tête des bonjours, donc elle me croit. Elle me dit, ouais, elle m'ouvre le bureau de son directeur. Contexte positif pour moi. Si elle m'avait dit, vous êtes taré, ça va pas, j'aurais fait quoi, moi, avec ma gamine et l'autre qui veut tuer sa femme? D'accord? On est bien sur un événement de contexte. Donc je rentre dans le bureau du directeur et là je vois la gamine partir avec ma fille de 2 ans. Totale confiance. Pas du tout mode panique. Et donc là j'appelle, heureusement, j'ai les numéros de téléphone, mais pas que sur mon téléphone, parce que moi je suis un peu nœud avec mon téléphone, sinon j'aurais raccroché. J'ai aussi sur un petit bout de papier, vous savez, ça. Parce que je fais aussi beaucoup de sûreté, donc ça permet, quand on se fait voler son téléphone, de pouvoir quand même appeler les gens. Et donc là je l'appelle, et là, je tombe, le médecin du travail répond. Deuxième effet positif dans mon contexte. Elle n'aurait pas répondu. C'est pareil. Je n'ai pas 150 000 personnes à qui appeler dans l'entreprise. Bon, là, après, je vous en passais des meilleurs. Je lui ai dit, le médecin vous appelle, décrochez, il décroche, etc. Pour la petite histoire, il n'a pas tué sa femme. Il est juste encore en hôpital psychiatrique. Et il y a eu, après, l'effet rapatriement sanitaire pour problème psychiatrique. Et ben, c'est vachement compliqué. Beaucoup plus compliqué que pour une jambe cassée. Parce que là, il faut avoir l'avis de 3 psychiatres. Est-ce qu'il peut voyager tout seul en camisole de force avec 15 personnes? Et là, votre week-end, il est mort. Donc ça, c'est des astreintes comme on en a peu. En général, on vous appelle parce qu'il y a un problème qualité, parce qu'il y a ça, etc. Mais ça arrive. Et les gens ne sont pas prêts. L'aspect psychologique n'est jamais prêt. Ça peut être votre collègue. Votre collègue qui ne va pas bien, tout simplement. Attendez, hop. Une des grosses problématiques qu'on a en gestion de crise, notamment sur la partie de gestion des incidents, c'est le déni.
on a des gens au niveau des métiers qui ont une bonne connaissance. Ils connaissent parfaitement leur domaine. Et ils se disent, non mais là c'est bon, je vais réparer, je vais y arriver. Je vais réparer, je vais y arriver, je vais réparer, je vais y arriver, je vais réparer, je vais y arriver. Et j'y arrive pas. Et là, la crise démarre, mais avec énormément de retard. Et tout le retard que vous perdez, vous ne le récupérez pas en gestion de crise. La crise continue de courir. Et ça, à chaque fois qu'on peut voir et qu'on travaille dans le groupe du GT Crise, ça revient régulièrement. Le déni de l'ensemble des équipes en opérationnel. Qu'elles soient à l'autre bout du monde, qu'elles soient à côté de chez vous, dans l'étage d'en dessous, on a le même déni. Ce n'est pas la distance qui fait le déni. C'est la certitude qu'on va y arriver. Il y a la certitude qu'on va y arriver et il y a aussi la peur de prévenir qu'on ne va pas y arriver. Il y a les deux éléments. Et ça, il faut travailler sur ces deux interactions. D'accord ? Moi, j'ai vécu du déni, mais du déni fort. Du déni, ça ne m'est pas arrivé, ce n'est pas possible. D'accord ? Et quand il y a eu le tremblement de terre au Chili, il y avait 500 équipes de Schneider, il y avait 500 personnes de Schneider au Chili avec 2 sites industriels. Et j'ai un patron pays qui a pété un câble, en fin de compte. Pour lui, tout allait bien. C'était magique, c'était le monde de oui-oui. Il n'y avait pas de problème. C'était le samedi soir, on fait un point de situation sur l'État. Il me dit non, mais envoie les produits, arrête pas la production, t'inquiète, on peut tout accueillir, un coup de peinture dans les locaux et c'est nickel. Et là, en même temps, j'ai les photos. Donc ça, c'est le Chili et je vais vous faire voir nos locaux. Ils sont juste derrière. Donc ça, c'est ce qui restait à Santiago. Donc vous voyez, c'était quand même pas un petit tremblement de terre. C'était 8-9 de mémoire. Et voici... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un peu foncé, un coup de peinture. Donc ça, ce sont nos locaux. Donc on a ça, on a à peu près ça d'ouverture de l'autre côté. Donc je pense que Bureau Veritas ne va pas accepter qu'on arrive tout de suite dans nos locaux. Mais un coup de peinture et ça allait. Il faisait du déni parce la crise était tellement trop importante pour lui, il avait tellement de choses à gérer que pour lui, il allait fermer les yeux et ça va revenir. Ce déni, on l'a tous eu. On l'a tous pour des raisons X, Y, Z. Qui est lié à notre passé, à notre histoire, etc. Par exemple, là, on parle beaucoup de l'Ukraine, des événements qui passent à l'extérieur. On ne comprend pas pourquoi les gens ne veulent pas sortir du pays. Parce que moi, il m'a fallu 3 coups d'État pour comprendre que j'étais en danger. Parce qu'on fait du déni. Non, mais ça va bien se passer, ça va se calmer, puis ils me connaissent, les gens. Puis je suis... voilà. Mais non. Voilà, donc vous voyez, ça, c'était nos sites. Après, alors, il y a une petite faute, c'est pas AIT, c'est... je ne vais pas corriger, c'est pas grave. Il ne nous est jamais rien arrivé, il ne nous arrivera jamais rien. Ça, c'est la phrase de mon directeur industriel à l'époque, qui m'avait dit ça en disant « Non, mais tu sais, chez nous, en 20 ans, ça a été. » Alors, je lui ai expliqué juste que l'exposition au risque avait légèrement été modifiée. Donc, ce qu'on peut voir, on peut dire que l'exposition au risque, notamment le DSI, ces derniers temps, s'est légèrement modifiée. Et pour la petite anecdote, une semaine après, on a notre plus gros entrepôt à Shanghai, que vous voyez là, qui a pris feu. Et il a débarqué dans mon bureau pour savoir si c'était moi qui avais mis le feu. J'ai dit non, je n'ai pas fait un aller-retour à Shanghai. Pour lui, il était tellement persuadé que ce n'était pas possible qu'il a déboulé dans mon bureau. Ça a coûté plus de 60 millions d'euros. Parce qu'évidemment, c'était un acte de malveillance, parce que, contrairement à ce qu'on pense au niveau des risques, il y a souvent des actes de malveillance, avec 2 départs de feu, donc on n'était pas couverts, etc. Hop, je vais juste, ça je ne vous le ferai pas, je vais juste vous parler d'une autre crise qui va vous intéresser, c'est la crise de notre grève par nos informaticiens. Alors je ne sais pas s'il y en a qui étaient chez Schneider ou chez Capgemini à l'époque, mais nous avons, chez Schneider, il y a eu une cession de nos collaborateurs à Capgemini au moment de la fusion ratée Schneider Electric-Legrand. Ils n'étaient pas contents, ce que je peux concevoir, et donc ils ont tout bloqué. Et c'est là où on s'est rendu compte de la vulnérabilité de l'entreprise. Il ne suffisait pas juste d'avoir une cyberattaque, mais juste 2-3 personnes bien décidées. Et ils ont bloqué la totalité des systèmes d'information du groupe. Alors, on n'est pas une banque, donc ce n'est pas ça qui va nous faire tomber par terre, mais tous nos flux logistiques, nos flux produits, c'est quand même juste pas neutre. Oui, on pouvait continuer à produire, mais on ne savait pas où les envoyer, donc ça ne servait pas à grand-chose. Voilà, tout ça est tombé. Il ne suffit pas de grand-chose. Le grain de sable. On ne pense pas aux grèves. On y pense, mais c'est pas... non, mais pas chez nous. Ouais. Ah si, chez vous aussi. Donc la crise, c'est ça. C'est cet élément humain et contextuel qui va faire dégénérer un incident en crise. Donc testez vos PCA, mais essayez d'y voir la notion humaine. Le PCA, c'est l'organisation à froid. Mais cette organisation à froid,
essayez de voir comment est-ce qu'elle va se déstructurer dans un contexte à chaud. Et ça vous fera grandir aussi sur vos PCA parce que vous allez avoir tous les liens humains et vous allez vous rendre compte que ce qui était paru évident n'était pas si évident que ça quand tout d'un coup vous avez deux humains de deux directions différentes qui ne s'entendent pas spécialement, qui tout d'un coup doivent gérer quelque chose encore. Et là, vous êtes en crise. Voilà, Nicolas qui me rejoint va faire la conclusion. Oh, comment qu'il est, vous avez vu, il m'a sorti du truc. Ce qui me paraissait important, c'est que pour un RPCA, il faut savoir traiter les risques de façon différenciée. On ne peut pas tout traiter en même temps. Les impacts ne sont pas les mêmes, les acteurs ne sont pas les mêmes, les solutions ne sont pas les mêmes. Donc il faut bien, quand on demande à un RPCA de traiter la continuité, c'est tellement vaste qu'il faut dissocier chaque élément et les prendre les uns derrière les autres dans un premier temps. Donc en particulier, je dirais qu'il y a un point qui est majeur pour un RPCA, c'est de bien faire la différence entre tout ce qui est incident de production courante, normale, et tout ce qui est du domaine de la continuité. La grosse différence entre les deux, c'est que quand on est sur... Et là, je parle un petit peu... J'ai parlé d'IT, d'environnement de système d'information. Quand on est dans la gestion d'incidents normaux, courants, etc., on est dans un budget du directeur informatique. Et lui, il a des SLA avec ses utilisateurs, ses fonctions, ses métiers. Ça, c'est son business, il a un budget pour ça. En parallèle de ça, il y a le domaine de la continuité d'activité, on est sur des incidents majeurs, et là, on va faire appel à la gestion de crise. Quand on est dans la production courante, la gestion de crise, elle est au niveau de l'IT. Alors qu'autrement, on est dans le domaine de la stratégie d'entreprise, et là, ces fonctions, c'est le point suivant, c'est fonction de la stratégie de couverture de risque qui a été adoptée par la direction générale. C'est elle qui dit, je couvre tel niveau de risque, quand je dis tel niveau de risque, je mets tant d'argent sur la table pour couvrir le risque qui est un risque d'indisponibilité d'un IT. Est-ce que j'ai envie de redémarrer en 2 heures? Est-ce que je souhaite redémarrer en 4 heures, en une journée, en 3 jours, à 30 km, à 300 km? C'est la direction générale qui va décider de couvrir ce niveau de risque. Parce que derrière, elle va mettre un budget sur la table. Et si on se place sur un plan technique, souvent, un directeur informatique, un RPCA, va proposer, enfin, un directeur informatique par rapport à une question qui est quelle est la solution pour couvrir un risque d'indisponibilité. Le risque, c'est de sortir une solution technique qui a un budget et qui répond exactement aux besoins en fonction des impacts, etc. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de proposer un panel de solutions à une direction générale qui, elle, en fonction de ses priorités d'entreprise, va définir le niveau de risque qu'elle veut bien couvrir, voire pas couvrir du tout. Et si une boîte est en train de licencier, a des difficultés de croissance, etc., eh bien peut-être que sa décision, ce sera de ne pas prendre de solution. Mais elle l'aura pris en conséquence. Donc ça, c'est très très important, c'est de bien faire la différence entre les deux. Et encore une fois, qui dit continuité, PCA, PRA, etc., là, on rentre dans la gestion de crise. Et il est nécessaire, c'est-à-dire au-dessus, il y a la gestion de crise au niveau de l'entreprise. Donc, ce que je disais tout à l'heure, procéder au traitement des risques étape par étape. Et quand je dis ça, ça veut dire qu'on traite un risque, on met en place un certain type de solution et on stabilise. Stop. Quand je dis on stabilise, c'est-à-dire que derrière ça, derrière la mise en place de cette solution, il faut la tester et s'assurer que ça marche et que ça marche dans les délais qui sont convenus, que ce soit 3 jours, que ce soit une semaine, mais qu'on soit capable de redémarrer dans les délais convenus. Et une fois que c'est stabilisé, et bien progressivement, en fonction du budget qui sera alloué par la direction générale, on pourra couvrir progressivement un certain nombre de risques. Mais il ne faut surtout pas rêver quand on n'a rien, quand tout d'un coup on balance sur le RPCA, tiens, il me faut une solution de continuité qui redémarre en 2 heures. Si on n'a rien aujourd'hui, eh bien, du jour au lendemain, on ne va pas passer à une solution qui redémarre en 4 heures à 300 km. Ça ne marche pas. Procéder par étapes et stabiliser chaque niveau. Et enfin, le dernier point, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais pour moi c'est vraiment le premier, c'est la terminologie. Quand vous commencez dans ce domaine de la continuité, c'est ce que je disais tout à l'heure, on parle de PCA, on parle de PRA, on parle de PSI, de PCO, je peux vous en citer des tas. Derrière ces termes, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous mettez? Est-ce que c'est un projet global? Quand on dit PCA, est-ce que c'est un projet global au niveau de l'entreprise de mise en place d'un projet ou d'un programme ou d'un plan de continuité d'activité? Est-ce que c'est une stratégie que vous voulez définir? Est-ce que c'est une solution de PCA? Et là, il y a différents niveaux de solutions, étape par étape.
Est-ce que c'est une procédure? Est-ce que c'est un document d'instruction technique ou est-ce que c'est un mode opératoire? Et c'est extrêmement important tant que ce n'est pas stabilisé au sein d'une entreprise. Et là, le RPCA doit avoir une force de conviction parce que c'est lui qui doit savoir. Et c'est lui qui doit imposer ou qui doit promouvoir toute cette terminologie au sein de l'entreprise. Autrement, chacun arrive avec sa notion de PRA. Et pour un, c'est quoi votre PRA? J'ai une sauvegarde. Pour un autre, ça va être une procédure. Pour un autre, tout ce que vous voulez, ou un type de solution. Donc c'est extrêmement important, quand on rentre dans ce sujet, de positionner, de stabiliser les termes au sein de l'entreprise en fonction de sa culture. Voilà, c'est ce que je voulais terminer par ça, parce que c'est vraiment le premier point si on veut avancer dans ce sujet.